parce que Charles Aubert, que je dois recevoir ce soir, enfin maintenant, pour son livre Danser encore, a des petits soucis de connexion. Donc on s'est appelé, il m'a appelé pour régler le petit problème. Donc je le réinvite. Je suis désolée, je vous ai raccroché au nez. Alors, Charles. Ceux qui étaient présents tout à l'heure, qui vont peut-être, j'espère, se reconnecter. Alors, on attend Charles que je reçois aujourd'hui, Charles Aubert, pour son très très beau livre Danser encore. Bonjour Nathalie, désolée, j'ai dû raccrocher, on a des petits soucis de connexion. Charles Aubert a des problèmes avec sa Wi-Fi, ça arrive, c'est des aléas du direct. Donc un livre que vraiment je vous invite à lire. Alors Charles, est-ce que tu arrives à te connecter? Bonjour Marie, bonjour Nathalie. Voilà. Alors tout à l'heure, on a fait des essais avec Charles et ça marchait très très bien. Alors, est-ce que c'est la météo qui fait que il y a des petits soucis? Il semblerait que oui. Ah, Charles a rejoint la vidéo. Charles, bing. Alors, on va y arriver. Je suis navrée. Tout à chaque fois, ça fait accepter. Lancer le direct avec. Est-ce que ça va fonctionner? Tadam! Ou pas? Afficher. Accepter. Ouais. Lancer le direct. Oui, bonjour. Ouf, on y est arrivé. Oui, Tu alors bien? bon. Merci à tous ceux qui sont présents, qui nous rejoignent ou qui vont nous rejoindre en cours de route. Rebonjour Brigitte, voilà, bonjour à tous. Merci d'être tous présents pour ce live et merci Charles d'avoir accepté cette invitation. Ben, merci de m'avoir invité déjà. Voilà. C'est moi qui te retourne les remerciements. Est-ce que vous nous entendez bien? Pour ceux qui, si vous laissez un petit message en dessous pour dire que vous captez bien, que tout est OK pour vous et qu'on peut attaquer le live sans souci. Donc bon. Toi, tu m'entends bien, Pascal, déjà, toi? Voilà. Bon, bonsoir Brigitte. Moi, je t'entends très très bien. D'accord, c'est cool. Bon, Marie nous dit oui, Brigitte oui. Donc on est 5 sur 5, c'est nickel. Donc alors pour ceux qui ne te connaissent pas, donc ce que je disais tout à l'heure, donc je te recevais pour Danser encore, qui est édité aux éditions Istia et compagnie. Donc je vais te présenter rapidement. Donc tu es diplômé de la faculté de droit et sciences politiques d'Aix-Marseille. Tu as été responsable des assurances professionnelles Generali France. Puis tu as été directeur commercial d'une compagnie d'assurance. Et puis bon, ma foi, il y a eu un plan social et puis tu as décidé de prendre femme-enfant. Non, c'était même pas un plan social. J'ai décidé de changer de vie un petit peu et d'activité et de sortir d'une entreprise où je crache pas dans la soupe, où j'étais très heureux, mais j'avais envie d'avoir une vie un peu plus, comment dire, à ma convenance et avoir dégagé du temps pour écrire. C'était déjà le projet à l'époque. D'accord, donc mes informations étaient mauvaises. Oui, bah, il y a des petits, voilà, c'est pas grave, t'inquiète, c'est pas, il y a des petits détails, mais c'est pas grave. Ça a Et très peu d'importance. qu'est-ce qui se passe quand on décide justement de dire bah ok maintenant moi ma vie c'est l'écriture. Alors, j'ai pas décidé que ma vie était l'écriture, mais j'ai décidé que j'avais pas envie Bon, j'avais fait une carrière dans les assurances assez longue, comme je disais tout à l'heure, où j'y étais parfaitement épanoui pendant de longues années. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit quand même que la vie, ça pouvait pas se résumer à manager des gens, à créer des stratégies commerciales. Et j'avais envie un petit peu comment dire, de me reconnecter avec mes envies d'enfant. Et quand j'étais enfant, un des rêves que je nourrissais, c'était
c'était d'écrire, puisque la lecture a toujours été très importante dans ma vie. Et là, je me suis dit que ça serait dommage de pas tenter l'aventure, voilà, de vivre une vie sans avoir essayé vraiment de la vivre comme je rêvais de la vivre, quoi. Donc j'ai pris cette décision en accord avec mon épouse qui m'a suivi là-dessus. Hein. Elle est aussi très courageuse parce que c'est vrai que c'était une décision, voilà, un peu rapide. Mais après, je suis pas parti non plus au hasard. Hein. J'ai commencé par créer une activité, une société de fabrication de bracelets pour montres, de travail du cuir. Donc voilà, j'ai eu rapidement une bonne clientèle et j'ai pu, comme ça, pouvoir essayer en tout cas de vivre ce rêve, quoi. Voilà. Et depuis, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans, ça fait 11 ans. Depuis, j'essaye de faire perdurer ce rêve chaque jour, un jour de plus, quoi. Voilà. Donc, mais en tout cas, c'est une décision que je regrette pas, même si elle a eu des conséquences importantes, hein, puisque c'est vrai que c'est pas la même rémunération, c'est pas le même statut social. Donc, voilà, il fallait. Je crois que dans la vie, il faut savoir perdre certaines choses pour essayer d'en conquérir de nouvelles. Voilà. C'est un petit peu ma philosophie de vie. Bon, c'est une très belle philosophie. Et donc, tu as écrit, alors je dirais que tes titres sont colorés. Vert samba, rouge tango, bleu calypso, talayuna. Alors là, par contre, il n'y a pas de couleur. Non, Et donc, danser encore. Et ma question, c'est, parce que tu es défini plutôt comme un auteur de polar doux. oui. Et Ça, pourquoi? Oui, Oui, vas-y, oui. oui, Pardon. non, je t'écoute. Oui. Oui. Non, non, Polardou, c'était une appellation qui avait été trouvée par mon éditeur au démarrage. Bon, après, je suis pas sûr que ça ait été sa meilleure idée, parce que c'est vrai que l'appellation, ça veut pas dire grand-chose en fait. Polardou, en fait, l'idée c'était, je voulais faire des polars qui aillent plus vers la lumière que vers l'ombre. Donc, mon objectif, mon ambition, c'était qu'à la fin du roman, le lecteur ou la lectrice, au lieu d'avoir les idées noires, se retrouve plutôt avec l'envie d'aller partager un verre de Picpoul au bord de l'étang de Thau avec Alors, des amis, quoi. Donc pour moi, c'était ça un petit sera peu mon pionnier alors. Hein. ambition. Voilà, même bouillonner, mais voilà, mon objectif c'était ça. Donc c'est des polars où il y a quand même des Oui. crimes, hein, bien sûr, mais ça reste avec une atmosphère un peu plus légère et un petit peu d'humour aussi et un peu plus de poésie aussi. Je parle beaucoup de nature. La nature, elle est très importante dans mes bouquins. Et donc, danser encore, moi, ma question, c'est enfin, comment tu es allé vers ce personnage? Quelle est cette rencontre avec Rukeli? Parce que pour ceux qui n'ont pas lu le livre, c'est vraiment un roman qui parle donc de Johann Trollmann, qui dit Rukeli, qui était un boxeur allemand juif. Mais pour moi, Non, Zigane. Tzigane. Mais Zigane, pour lui, il se ouais. sentait allemand parce que dans sa famille, dans ton livre, tu le dis très bien, ils étaient patriotes. En fait, la famille de Rukeli, c'est une famille qui s'appelle les Sinti, une grande lignée de Tziganes. Eux, ils sont arrivés en Allemagne au XVIe siècle. Donc, t'imagines que pendant 4 siècles, ils se sont Ben intégrés oui, à la population bien sûr. allemande. Eux, la famille proche de Rukeli habitait dans un appartement à Hanovre, un appartement où ils étaient très nombreux. Hein, c'était une famille pauvre, mais ils vivaient pas dans des roulottes. Alors, il avait une partie de sa famille qui vivait dans des roulottes, mais sa famille proche, son père, sa mère, ses frères et sœurs, ils vivaient dans un appartement à Hanovre. Son père, il était même, il faisait partie de la police fluviale de Hanovre, donc ils étaient totalement intégrés. Ils se sentaient totalement Oui. allemands en fait. Et à la différence près qu'ils avaient une pommade, des cheveux frisés et des yeux très noirs. Voilà, en gros. Donc, euh, c'est, mais pour eux, tout se passait à peu près bien jusqu'à l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir, en fait, hein, la montée du nazisme sous la République de Weimar, puisqu'à ce moment-là, quand Adolf Hitler est arrivé au pouvoir, lui, il a décrété effectivement qu'il il voulait pas que ce soit un Zigan qui représente l'Allemagne dans les dans les combats de boxe, dans les compétitions de boxe. Donc, ils ont tout fait pour qu'ils perdent ce titre. Donc, je l'expliquerai peut-être plus avant tout à l'heure. Donc, c'est un personnage qui a traversé l'histoire, mais que la grande histoire n'a pas retenu le nom.
et l'existence. Je trouve ça dommage parce que quelque part, c'est une des premières personnes qui s'est vraiment opposée frontalement au nazisme, Oui, avec un parce que courage enfin, incroyable. moi, ce qui m'a marqué, c'est que, et vraiment, bon, ça, c'est moi, comment j'ai ressenti le livre, hein, c'est qu'au-delà du domaine de la boxe, parce que moi, je connaissais pas du tout, bon, déjà, je m'intéresse pas trop à la boxe, hein, voilà. On a tous vu Rocky en tant que nana, mais encore que, voilà, hein, peut-être le 1. Donc, mais pour moi, ce livre, je l'ai vraiment senti, il s'inscrivait avec un petit H dans le grand H, mais avec l'histoire d'un peuple et qui se trouve pris dans une tourmente finalement malgré elle. Et pour moi, c'est un récit qui parle d'amour, d'identité, de courage, de dignité. Il évoque toutes les victimes finalement parce qu'ils représentent eux toutes les victimes qu'il y a aussi derrière. C'est-à-dire que ce qui leur est arrivé aux autres aussi. Et ça montre vraiment le mécanisme de la montée en puissance du nazisme et de la dictature et le côté déshumanisation qu'il peut y avoir dans la société avec les dilemmes. Puisque, par exemple, son rapport avec son entraîneur, au départ, il est OK, et puis finalement, l'entraîneur finit par le lâcher. Pourquoi? Ben parce qu'il n'a pas le choix, et que ça montre aussi toute cette ambivalence des sentiments humains qu'il peut y avoir qu'il y a eu pendant ce conflit. Et vraiment, moi j'ai jusqu'au bout, pourtant on le sait, hein, c'est annoncé à la 4e de cours, hein, mais jusqu'au bout, je me dis, ah, il va s'en sortir, mais non. Ah non, malheureusement, non. En fait, c'est vrai que, comme tu disais, au-delà du destin d'un homme au cours de cette période de trouble, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de parler du destin des peuples nomades pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'est un sujet On parle peu, dont on parle très on peu. parle peu, hein. Non, on n'en parle pratiquement pas. Et il faut savoir que c'est la deuxième population qui a été décimée après les Juifs. Il y a eu entre 200 000 et 1 million de gens du voyage qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale dans les camps de concentration. Et pour te donner un exemple, le premier monument qui est sorti de terre en hommage à ces gens-là est sorti de terre en 2012. Donc tu vois, ça fait à peine 11 ans que quelqu'un un jour s'est dit tiens, il faudrait peut-être qu'on rende hommage à ces gens-là. Donc on les a totalement passés sous silence. Ils n'ont pas été invités au tribunal de Nuremberg. Ils n'ont jamais été indemnisés. Autre chose aussi qui est assez prégnant hein, et qui montre bien ce désintérêt de tout le monde pour cette population-là, c'est que tout le monde connaît le nom du génocide des Juifs, hein, tout le monde sait que ça s'appelle la Shoah, mais le nom du génocide des gens du voyage, personne ne le connaît. Ce nom, et pourtant ça a un nom, et ça s'appelle le porajmos. Ça veut dire dans leur langue la grande dévoration. C'est-à-dire que eux, ils ont ressenti ça comme une grande dévoration, comme si un monstre, le nazisme en fait, allait dévorer, et c'est ce qui s'est passé, hein, puisqu'il y a eu Oui. entre 200 000 et 1 million de morts. Donc voilà, c'est pas un livre de boxe, c'est un Ah livre qui oui. parle d'un boxeur qui est Zigane et à travers le destin de cet homme qui a un destin incroyable, ben, c'est aussi le destin des gens du voyage. Parce que ce qui est intéressant, c'est que Adolf Hitler, par rapport aux Juifs, il a toujours été très clair, c'est-à-dire depuis le début, il voulait les exterminer, hein, c'est dans Mais le Mein avec eux, il Kampf. était très ambivalent quand même, hein. Et il était ambivalent, il changeait d'avis tout le temps parce qu'en fait, les Tziganes, c'est un peuple arien aussi, c'est un peuple qui vient d'Inde. Et donc, ils ont un petit peu des origines ariennes. Et c'est vrai que un jour, il décidait de les exterminer. Une semaine après, il disait finalement, on va en garder certains. Non, Il a même eu l'idée, il faut les stériliser. Enfin bon, ça a été. alors ça, il les a stérilisés, par contre, tous, de force, et même Rukeli d'ailleurs. Et il a même eu l'idée à un moment donné de les inscrire au patrimoine comme des immeubles en fait, comme des voilà. Donc on voit la folie d'un type. Donc ouais, il a changé d'avis très souvent. En 39, quand il a commencé à prendre les armes, quand les nazis ont commencé à prendre les armes, à envahir la Pologne, ils ont recruté les tziganes allemands Oui. et les ont mis dans la Wehrmacht. Donc Rukeli a combattu en Pologne, en Belgique, en France et en Russie. Il a même été blessé en Russie. Et c'est qu'en 42 où ils ont décidé, fin 42, de les sortir de l'armée et de les exterminer comme les Juifs. Mais c'est vrai qu'ils ont eu l'histoire des peuples tziganes sous la République de Weimar et sous le début du Troisième Reich. Ça a été que des allers-retours en fait. Voilà, un coup ils étaient
mis dans des camps. Après, ils étaient libérés. Enfin, voilà, ça a été assez compliqué pour eux. Et, et d'ailleurs, et ce qui est étonnant aussi, moi, qui m'a vachement étonné quand j'ai fait mes recherches sur ce bouquin, c'est qu'en 33, quand Rukeli a réussi à devenir champion d'Allemagne des Milou, à cette période-là, il était le chouchou de toute l'Allemagne. Complet Et et tous puis les son Allemands, style. Ouais. ouais, c'était son style, mais tous les Allemands, ça les gênait pas que ce soit un Zigane qui représente leur peuple. Les femmes étaient amoureuses de lui, c'était un très bel homme. Et lui, d'ailleurs, il était marié à Olga Bilda, une Aryenne pantin, hein, elle n'était pas du tout Zigane, Olga. Donc on voit quand même qu'en 33, quand Adolf Hitler arrive au pouvoir, il arrive en janvier, ben, là, la plupart des Allemands, eux, ça les dérange pas que ce soit un Zigane qui soit champion d'Allemagne. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que les deux grands champions d'Allemagne de boxe, il y avait un Zigane et un Juif. Et d'ailleurs, cette personne-là, son collègue champion, lui Oui. dit moi, je pars aux États-Unis, pars parce que c'est en train de mal tourner. Et lui, il part pas. Non. Alors là, oui, ouais, alors, justement, souvent, on comprend pas pourquoi Rukili ne part pas. En fait, Eric Selig part, donc il va partir en France, après il va partir aux États-Unis, il va faire carrière, ils étaient amis. Mais Rukeli, c'est simple de savoir pourquoi il part pas. C'est lié à au fait qu'il soit tzigane, en fait. Elle est tzigane, ce qui est le plus important pour eux, c'est la famille. La famille, Donc il avait une la famille. voilà, il avait une famille très nombreuse, il avait des frères et sœurs en grand nombre. Il avait à cette époque-là un père qui était très malade et qui va décéder quelques mois plus tard. Il avait sa famille, ses cousins, ses cousines. Donc pour eux, c'était absolument pas imaginable de s'enfuir et de laisser derrière eux des membres de leur famille. Et puis surtout, et eux, ils se sentaient allemands. Ils se Oui, disaient, c'est ça en fait. en Complètement. allemand. Et oui, c'est. Donc ils sont restés. Ouais. Et pourquoi avoir choisi ce sujet-là spécifiquement? Alors en fait, dans Vers en bas, un précédent roman, c'était un polar qui se passait autour de l'étang de Thau. Il y avait une scène qui se passait dans le milieu des gens du voyage. Et dans cette scène, j'évoquais la personnalité de Rukeli. Mais alors sur une demi-page, hein, je crois que ouais, ça doit représenter peut-être un trois quarts de page. Et c'est un personnage, une fois que j'avais terminé le livre, c'est un personnage anodin, hein, je l'évoque, c'était juste une évocation autour d'un feu de la vie de Rukeli. Mais ce personnage m'avait marqué, et puis quand j'ai fini le livre, il était toujours en moi. Souvent, quand on écrit un livre, on vit avec des personnages, et quand on met le point final, après, enfin, surtout quand on rend le manuscrit à son éditeur, les personnages disparaissent de son, voilà, ils prennent leur autonomie et on bascule sur d'autres histoires, sur d'autres personnages. Rukeli, lui, il est resté présent. Donc j'ai écrit Talayuna, et après Talayuna, j'avais encore la présence de Rukeli, donc je me suis dit, il faut que je lui consacre un livre. Donc, Et toi, je suis parti sur comment cette. tu as connu Rukeli? Parce que tu t'es intéressé à la boxe ou ou c'est un personnage qui est arrivé comme ça Et alors, pour être très honnête, je me rappelle pas vraiment comment je l'ai rencontré. Je pense que c'est dans mes recherches dans Vers en bas, j'ai dû tomber sur un truc sur Rukeli. Mais j'en ai pas le souvenir en fait. Moi j'étais persuadé que c'était quelqu'un qui m'en avait parlé, mais en fait non. Donc ouais, non, j'ai dû le trouver dans mes recherches. Hein. De toute façon, quand on tape Rukeli sur un moteur de recherche, on trouve quelques Oui, informations. Il a une page Wikipédia. Voilà, il y a sa vie qui est succinctement décrite. Donc voilà. Donc, mais c'était un personnage qui était intéressant et qui était riche en plus, et puis j'avais envie aussi. J'étais tombé sur un article de presse parce qu'il a une fille, Rukeli, qui s'appelle Rita. Et dans cet article de presse en allemand, maintenant c'est une très vieille personne, je ne sais même pas si elle est encore de ce monde. Mais à l'époque, elle était encore vivante. Et elle a appris qu'à l'âge de 16 ans que son père c'était Rukeli. Et dans l'article de journal, elle le disait que depuis qu'elle avait appris que son père était Rukeli, toutes les nuits, elle rêvait qu'il revenait. Alors donc moi j'ai eu envie aussi quelque part de lui faire revenir son père, quoi, en essayant un petit peu de rétablir son image, en parlant aussi sans romancer trop. C'est-à-dire que mon objectif, c'était aussi tous les faits sont réels, oui. mais c'est un roman parce que ce qui Rukeli avait dans la tête, personne ne le sait en fait.
Donc ça, il a bien fallu que je le romance. Mais tous les faits sont réels. Voilà, je voulais aussi que ce soit pas un roman. Je voulais que l'écrivain se cache derrière le personnage. Voilà, je voulais pas prendre le premier rôle. Je voulais vraiment faire un roman à l'os, c'est-à-dire court, avec 10 rounds. Les chapitres, c'est des rounds. Voilà, je voulais pas en rajouter, je voulais pas romancer ça, mais je voulais mettre de la lumière, je voulais mettre de la poésie parce que c'est une histoire qui est quand même difficile. Donc je me suis efforcé j'ai vraiment fait un choix de narration, un choix Il y a beaucoup de d'écriture, voilà, qui est poésie un petit peu. dans le texte et du coup, Ouais, et ouais, pour le coup, ça rend plus fort ce qui se passe. ouais. Et puis c'était nécessaire parce que je voulais que ce texte, euh, voilà, bon, déjà ça parle d'un boxeur, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, ça on peut le dire qu'il va finir sa vie dans un camp de concentration. Donc le sujet en lui-même, il est déjà très difficile. Je voulais vraiment le ponctuer de lumière. Et puis c'est un peu la façon dont les Tziganes aussi vivent leur vie, hein, c'est-à-dire voilà, c'est de profiter des moments, parler de ces moments où où ils sont dans les bois, où ils sont voilà, où ils sont amoureux. Je parle beaucoup aussi de sa relation avec Olga, qui est incroyable aussi. Oui, Parce qui qu'il est une belle relation, c'est beau en fait la façon dont se, c'est décrit. voilà, il se marie avec elle, ils ont une petite fille. Juste après, lui, il est stérilisé de force, et juste après, lui, il décide de divorcer en fait, parce qu'en fait, il Mais s'aperçoit. il décide de divorcer pour les Ah protéger en oui, fait. ah oui, totalement, parce que là, il s'aperçoit qu'en fait, là, il comprend, c'est vers la fin, en fait, il comprend que tous les tziganes, ils vont finir dans des camps. Et là, lui, il sait que la seule chance pour sauver sa femme et surtout sa petite fille, parce qu'avant l'âge de 6 ans, les enfants, ils, ont- ils sont pas identifiés, comment dire, les nazis ne les mettaient pas comme tziganes, en fait. Donc, il a voulu vraiment divorcer pour couper les ponts avec eux. Alors, ça ne empêche pas qu'il les voyait, hein, mais voilà, il voulait pas qu'ils portent son nom pour les protéger, en fait. Et ce travail de recherche, t'as pris à peu près combien de temps par rapport à l'écriture de ton livre? Bon, c'est difficile à quantifier, mais écrire un livre, ça prend une année, donc euh, j'ai fait les recherches au fur et à mesure aussi, donc mais ça j'ai du mal à le quantifier en fait là. Donc il y a peut-être 5 6 mois d'écriture, et le reste après il y a des corrections. Moi je travaille beaucoup mon texte, je retravaille beaucoup mon texte de façon même maladive, c'est-à-dire sans cesse je le retravaille et quand je trouve qu'il est abouti, je le fais lire à mes proches et après je l'envoie à mon éditeur. Et après avec l'éditeur il y a l'editing, ce qu'on appelle l'editing, c'est-à-dire que lui il va me dire voilà ses ressentis qu'il a, les petites modifications qu'il souhaiterait apporter. Et moi, je les accepte ou pas, parce que c'est l'auteur Shilistia et compagnie qui a le final cut, comme on dit. Et puis Et après, là, les 10 c'est tous rounds, pardon, les 10 rounds, ils se sont imposés naturellement pour représenter les ouais, chapitres. ouais, j'avais l'idée ça ouais, depuis le début, j'avais cette idée-là. En fait, peut-être que mon éditeur aurait préféré que je fasse un roman plus romancé, justement. J'aurais pu en faire 800 pages de cette histoire, en fait. Oui, Assez facilement, d'ailleurs. Mais on rejoint ce que je disais tout à l'heure. Je voulais pas que les gens, en terminant le livre, en se disant, ouais, c'est un super roman, une super histoire. Voilà. Je voulais qu'ils se disent que c'est un super roman, ça c'est sûr. Mais je voulais qu'ils se disent aussi, c'est un super personnage, quoi. Je voulais pas que le personnage soit noyé et je oui, voulais voilà. pas, voilà, je voulais pas surécrire, je voulais pas en faire je voulais pas faire des effets de manche. Je voulais vraiment rester sur l'histoire de Rick Kelly. Et donc, ouais, j'avais tout de suite eu l'idée de ces 10 rounds pour avoir quelque chose justement qui représente aussi la boxe, hein, puisque sa vie finalement, depuis du début pratiquement jusqu'à la fin, ça aurait été un combat de boxe, hein, Ça aurait été un combat de boxe. jusqu'à ses Et, dernières secondes. hein, Jusqu'à ses dernières jusqu'à secondes. ces dernières secondes. Et, euh, et c'est là où justement c'est, enfin, enfin moi ça m'a séché quoi. Hein. À la fin du livre, j'étais là, je me suis dit, mais, Ah ouais, enfin parce voilà. que c'est incroyable parce que ce type, bon, il finit. Mais Alors ce que c'est je tout peux comme raconter ça. Enfin quand bon, même je pour vais les pas gens dévoiler la fin, mais par contre, ce que je peux raconter pour les gens qui n'ont pas lu le livre, c'est quand même un, un, un fait quand même qui est le plus connu de Roy Kelly, mais ça dévoile pas tout le reste du livre. Mais en fait, quand il a été champion d'Allemagne en 33, donc
Hitler voulait qu'il perde son titre et ils ont décidé de changer les règles de la boxe. Comme Rukkeli, ça a été un des premiers boxeurs à danser sur un ring. Sa force, c'était la mobilité. La mobilité, ouais. Voilà, ils ont décidé que dorénavant, la boxe en Allemagne, il faudrait qu'elle s'exerce les pieds ancrés sur le ring. Donc, c'est-à-dire sans bouger. On pouvait éviter les coups avec des mouvements du buste ou de Ce la qui tête, paraît mais on ne pouvait pas complètement bouger. incohérent, hein, parce que C'est absurde même. Ouais. Et lui, Rukkeli, donc en apprenant cela, il savait qu'il pouvait pas gagner, il pouvait plus défendre son titre. Donc quand ils l'ont fait combattre en juillet 33 contre Gustav Eder, un grand arien, là, blond avec les yeux bleus pour le coup, ben, il savait qu'il avait perdu et il a décidé, lui, en signe de protestation, dans les vestiaires, de se teindre les cheveux en blanc et de se recouvrir le corps de talc entièrement, tout blanc. Et devant, il faut imaginer, hein, en 33 à Berlin, une des plus grandes salles de boxe d'Europe, avec tous les dignitaires nazis qui sont au premier rang. Et lui, il monte sur le ring comme un clown blanc. oui. Donc, et il décide au bout de 5 rounds d'arrêter de combattre. Donc, vous voyez, c'est un vrai signe de courage, c'est un vrai signe de protestation. Et il fallait vraiment avoir un courage incroyable à cette époque-là pour faire un truc comme ça. Oui, Donc, surtout c'est que ça aussi, Rukkeli. son C'est ce adversaire, courage-là. lui, s'est pas arrêté, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Et c'est ce courage incroyable. Et après, et finalement, on pourrait se dire que toute son histoire est dans cette scène-là, mais ça, c'est quelque part, c'est que le début de sa vie. Parce que tout le reste de sa vie est du même ordre, en fait. Et même sa fin, il va sans déflorer la fin, on peut dire qu'il meurt dans un camp de concentration. Mais la mort qu'il a, il n'y a que lui qui l'a eu. C'est-à-dire qu'il aurait pu être tué comme les autres, il aurait pu être jeté dans un four, il aurait pu être gazé. Lui, sa mort, elle aura été encore. C'est pour ça que c'est comme une tragédie grecque en Oui, fait. C'est-à-dire complètement. que jusqu'au bout, qu'à la dernière seconde, son histoire va le rattraper et sa fin est totalement incroyable. Ah, c'est un livre qui est extrêmement touchant et moi, enfin moi qui m'a beaucoup émue, hein, personnellement, j'ai été. En plus, c'est un livre cadeau et donc moi j'ai quand même une super dédicace. Je tenais à le dire avec des petits gants de boxe. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu des moments de blocage en écriture pendant la construction du livre, l'élaboration de ce projet? Non, 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 jamais. Non, 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 ça s'est fait de façon très fluide. Euh, non, je me rappelle pas non, non, ça s'est fait très naturellement. Euh, L'editing était un peu, avec l'éditeur, était un peu plus, par rapport aux autres bouquins, il était un peu plus musclé, on va dire, parce qu'on n'était pas d'accord sur certaines choses. Euh, mais finalement, j'ai réussi à garder, je pense, 80% de ce que je voulais Comment on garder. défend Et après, ça justement comment on défend ses idées par rapport à son éditeur quand l'éditeur il dit non mais moi je veux que ce soit comme ça et que bah, en, c'est pas toujours simple. en fait, l'éditeur, il dit pas ça comme ça, il Il propose. Hein, propose, oui, bien sûr. même si une fois qu'on a signé le contrat, le manuscrit lui appartient, il sait très bien que si il veut que son écrivain, que son auteur défende correctement le texte, il faut qu'il lui appartienne. Donc non, il impose rien, mais c'est vrai que on avait des petites divergences de vues sur certains points, et puis finalement c'est une balance en fait. Hein, et en fait, c'est deux sensibilités, deux volontés qui se rencontrent et qui s'affrontent un petit peu. Mais bon, après, tout ça, c'est pour le bien du texte. Donc, c'est pas, c'est pas une lutte d'ego en fait. Hein. C'est Mhm. vraiment l'idée, c'est de présenter le texte, voilà, qui soit le plus joli possible et qui plaise aux gens, voilà, au maximum. Donc, on a tous les deux les mêmes intérêts. En tout cas. Alors après, c'est une discussion et voilà. Donc après, c'est une balance. Hein, et puis, euh, et puis ça se fait naturellement aussi. Donc, mais c'est vrai que sur ce texte, j'ai enlevé des petits passages que j'aimais vraiment beaucoup, mais il avait raison quelque part parce que c'est vrai que ça peut-être ça ralentissait un petit peu le récit. Moi, j'avais besoin de ce récit quand même assez dynamique. Et par contre, du coup, vous voyez, c'est une bonne. Tout est bon parce que finalement, tout ça, ça m'a motivé une fois que j'ai terminé la rédaction de ce manuscrit, de pas laisser tomber Rukkeli et d'écrire une pièce de théâtre, d'adapter le roman en pièce de théâtre. Et là, j'ai Ah pu oui, bien. justement, ouais, j'ai pu rajouter des passages que j'aimais bien. Alors après, la pièce de théâtre est très différente du roman, hein, puisqu'elle raconte beaucoup moins que le roman et en même temps des choses différentes. Donc c'est très 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 différent. Mais ça m'a permis justement finalement de boucler la boucle et de pas abandonner ces petits passages que je trouvais plutôt chouettes, mais qui effectivement ont plus d'intérêt dans un spectacle vivant
voilà, avec des comédiens que dans un livre. Donc voilà, je crois que je pense que tout s'est bien passé finalement. Mais bah, après, mais c'est toujours un petit peu des moments un petit peu compliqués. Ça, c'est obligé. Là, actuellement, est-ce que tu es sur un projet d'écriture parce que bon, moi, j'ai eu des questions de personnes qui, Ouais. pour toi, sur quoi tu écris en ce moment et des personnes qui sont allées sur ton mur Facebook et Oui. qui ont demandé si des croquis, puisque que tu faisais, puisque tu dessines, seraient dans un de tes livres en illustration. Ah ouais. Alors bon, là j'ai fini un roman que j'ai envoyé, qui est chez mon éditeur. Voilà. Donc après, je sais pas s'il va le prendre ou pas. C'est un roman que j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus personnel pour le coup. Donc ça, celui-là, il est terminé. Et s'il est retenu par l'éditeur, il y aura l'editing. Mais voilà, j'espère qu'il paraîtra à la rentrée littéraire de cette année. Mais rien n'est moins sûr. Euh, et après, j'écris, oui, là, en ce moment, j'écris autre chose, mais bon, je suis au démarrage. Et sinon, cette histoire de dessin, c'était sur une autre histoire que j'avais commencé à écrire. Euh, et en fait, pareil, qui était un petit peu à la croisée des chemins, quoi. C'était une histoire qui m'intéresse beaucoup, qui est historique aussi, quelque part, mais ça parle de peinture, en fait, d'un peintre. Et c'est vrai que, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, je sentais que ça pouvait pas être un roman. Euh, J'avais pas envie que ce soit un roman. Et à un moment donné, j'ai eu l'idée d'en faire une sorte de, comment dire, euh, pas de bande dessinée, mais de roman graphique, en fait. Voilà. Oui, C'est un pour peu ça que je me comme suis ça s'est remis. fait avec 1984. Peut-être, alors je connais le livre, hein, mais Ils ont ouais, je sais, ils ont fait fait aussi un roman alors, graphique. mais ils le font beaucoup là en ce moment parce que justement ça parle bien aux jeunes. D'accord. C'est des romans BD illustrés, graphiques, qui Ouais. sont vraiment bien faits. Et, Ouais, ouais. donc j'ai essayé, mais après, honnêtement, le dessin, bon, je pense qu'il faut un vrai dessinateur. C'est un métier à part entière. Je dessine, je me débrouille, mais pas. Je pense pas que c'est avoir le niveau. Il faudrait que je travaille énormément pour avoir le niveau pour en faire vraiment un roman graphique qui tienne la route. Donc c'est un projet qui est un petit peu abandonné pour l'instant. Et quel lecteur enfin après je pose des questions pour ben, les internautes pour qui te connaissent un petit peu. Quel lecteur tu es toi? Ah ben moi je lis beaucoup de tout depuis toujours. Depuis toujours, depuis l'âge de 12 ans en fait, 11-12 ans. Et bah, je lis vraiment, j'ai une bibliothèque immense. Je lis de tout. Alors, c'est par période. Alors, là, par exemple, ça fait vraiment au moins un an que je lis plus de polar pratiquement. J'ai dû en lire peut-être deux là cette année. Ouais, je crois que j'en ai lu que deux ou trois, pas plus. Et alors qu'avant, j'en lisais un peu Ouais. plus. Et non, en ce moment, je lis pas mal de littérature blanche, en fait. J'aime beaucoup la littérature américaine aussi. J'étais, je crois que, un grand dévoreur de littérature américaine. Et ouais, non, mais je lis un peu de tout. Ouais, je sais pas. Ouais. Est-ce qu'il y a un auteur qui particulièrement enfin, te Inspiré, je sais inspire, pas, mais qui est un peu ton mentor ou enfin, par exemple, si tu devais inviter un auteur chez toi à manger, qui t'inviterait? vivant ou mort? Vivant ou mort? Non, mais en fait, il y en a plein. Moi, j'admire beaucoup les écrivains. Je sais pas, moi, j'ai adoré Kerouac, Jack Kerouac. J'ai adoré dans les Français Philippe Gian, clairement. J'ai Patrick Modiano. J'adore ses bouquins. J'adore la voix, la petite voix qu'il a. Moi, j'adore les écrivains qu'on reconnaît au bout de deux, trois phrases, quoi. Au bout de deux, trois phrases, on se dit tiens, c'est lui. Voilà. Et c'est un peu comme un peu comme la tessiture d'une Oui. voix chez un chanteur, quoi. On se dit, voilà. Et j'aime même les petites imperfections, leurs petits défauts. J'aime bien, voilà, les petits tics d'écriture qu'ils ont. Ça me plaît aussi. Donc oui, il y a eux, il y en a plein d'autres. Jim Harrison. Euh, Plus dernièrement, j'ai bien aimé Pete Fromm là, chez Gallmeister. Mais là, j'en oublie. Il y a Fernando Pessoa, bien sûr. Et là, je suis en Ouais, train de me dire, que en je pourrais fait, rendre. s'il doit inviter, c'est un grand restaurant que tu dois ouvrir. Ah bah oui, 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 il faudrait une grande maison et une grande table.
Et il faudrait qu'on ait plus d'une soirée parce que, mais en même temps, je sais même pas si je pourrais voilà, de discuter avec eux parce que c'est vrai que c'est des gens, voilà, qui ont vachement compté dans dans ma vie, dans le sens que, comme je disais, je me suis construit au fil de ces lectures, en fait. Donc, euh, là, aujourd'hui, en écrivant, je fais simplement, comme si voilà, j'acquittais pas une dette, mais voilà, j'essaie de donner mon écho à ce vaste truc qu'est la littérature, quoi. Donc voilà, avec beaucoup d'humilité, hein, parce que je suis loin de, voilà, donc Bah, en fait, d'avoir leur quand même, talent beaucoup et de leur d'humilité, lecteur. c'est quand même un livre tes livres sont très bien accueillis, et notamment dans C'est encore qui est très bien accueilli par le public et la critique, puisque tu es quand même dans la liste finale du prix Libraire en scène, Librairie Ouais, en scène. Tu ouais. es en lice pour le prix Vlel, je sais pas le Oui, dire. ouais, ouais, Voilà, ouais. le top 5 des lectures Sven Blomberg 2023 de aussi. Ouais. MG Book 33. Bon, et c'est même, il a été évoqué à la télévision dans une chaîne de sport. Alors c'est Bein Sport, Ouais, il y a c'est ça. Bein Sport et aussi sur France Télé, j'avais eu une interview aussi, mais c'était en décembre. Et du coup, Oui, ouais, il y a l'intérêt. Bah oui, bon, je pense que là, pour le coup, c'est surtout l'intérêt pour le sujet, parce que c'est vrai que le sujet de Rukedi, ce personnage, il n'était pas finalement, il n'était pas très connu. Et en plus, c'est vrai que c'est l'année des Jeux Olympiques. et Ça, j'ai c'est vraiment pas fait exprès. incroyable hein, qu'il soit pas connu quand même, hein, parce que c'est vraiment Ouais, mais ouais, je 1933. trouve, ouais, ouais, ouais. Moi, je trouvais ça un peu insensé. Alors après, je pense que c'est lié au fait que ben, c'était un Zigan allemand, donc il a combattu aussi contre les Polonais, contre les Belges, contre les Français, contre les Russes. Il était pas. Ben, après, il faut comprendre pourquoi il était. Parce que voilà. Donc, parce que nous, on juge tout le temps les gens une fois que l'histoire est terminée, mais il faut voir l'histoire comme elle se fait au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. Et on voit que les humains, en fait, ils sont pris dans Ah, une c'est sorte ouais, d'engrenage ils peuvent d'époque pas sortir. et même nous aujourd'hui, si enfin, je veux dire, si quand on vit l'histoire au quotidien ou qu'on vit des choses, il y a des choix à faire et les choix ils sont faits en fonction Mais, de. mais moi, je serais curieux de savoir comment on nous jugera dans 50 ans, quand on se retournera. Si je prends simplement les éléments, les événements qui ont eu lieu en Israël le 7 octobre, euh, ces grands silences, cette façon de regarder ailleurs quand il se passe quelque chose, dans les deux camps, hein, je parle du côté des Israéliens, mais aussi du côté des Palestiniens, cette façon voilà, de pas regarder les choses, de pas les nommer, c'est d'une lâcheté insensée. Et je pense que oui, peut-être dans 50 ans, on dira ben, les humains qui étaient là à cette époque-là, ben, ils n'avaient pas beaucoup de courage en fait. Hein, donc et nous, voilà, comment se permettre de juger quelqu'un qui était allemand et quand Hitler est arrivé, comme je disais tout à l'heure, la plupart des Allemands, ils n'étaient pas racistes. Hein, Oui, oui, mais leur boxeur c'est préféré, ce c'était qui un ressort Zidane. du livre, mais et ce qui est incroyable, c'est que ben, c'est le mécanisme de la Ben oui, c'est un dictature qui se met mécanisme. en place. C'est exactement ça. Et Ouais, c'est un mécanisme. Et je pareil crois encore que dans les années 40, hein, ou même pendant, sur toutes les dictatures, où on pouvait être dénoncé par son frère, sa femme, ou son mari, ou sa sœur, enfin bon, c'était. et puis, j'ai une autre anecdote. Hein, on donne souvent euh, on a tendance souvent, enfin régulièrement en tout cas, à donner des leçons d'humanité à tout le monde. Je veux rappeler que en France, il y avait des camps. Alors, c'était pas des camps de concentration, c'était des camps de rétention. Ces camps, il y en avait beaucoup dans le sud de la France. Il y en avait vers à Aix-les-Milles, aux Et Milles, le plus aux connu, je Alpes. pense. Et, oui, à Rivesaltes. Et ces camps-là, ils ont été libérés en 44, bien sûr, mais pas pour tout le monde. Oui, C'est-à-dire que les gens du voyage, eux, ils sont restés enfermés jusqu'en janvier 46. Et ça, cette décision, c'était pas Vichy qui l'a prise, hein. C'était voilà, c'était le gouvernement qui est arrivé après Vichy, après la libération. C'est et voilà, peu de gens le savent, mais et voilà, donc c'est toujours compliqué l'histoire et encore plus aujourd'hui, moi je trouve, avec toute cette information et cette désinformation. Et c'est vrai que peut-être qu'il faut revenir au bouquin, revenir, prendre le temps aussi d'appréhender l'histoire aussi, et puis d'arrêter de juger les gens aussi. Alors, il y en a qu'on peut juger, bien sûr. On ne parle pas des nazis ou des pires terroristes
qui font des horreurs, ça Mais je bien sûr. pense que même pour les, moi, enfin, à un moment donné, dans le livre, on sent bien que son entraîneur, à un moment donné, il n'a pas le choix de le lâcher, quoi. Alors qu'il n'a pas envie Mais de lui le aussi. lâcher, mais il n'a pas le choix. Lui, ouais, je pense que Zirzo, il s'appelle Zirzo, et je pense qu'il adorait ce boxeur, mais il avait envie de vivre, c'était C'est sa ça. vie, voilà. Donc après, ben, voilà, c'est dire là pareil, on peut pas juger. On On peut pas pourrait peut-être juger. faire la même chose, on ferait la même chose pour sauver sa femme, ses enfants, et ouais, voilà. Donc tout ça, c'est compliqué, c'est de l'humain en fait. Donc, Et ce qui et puis ressort bien moi, je donne pas de leçons, je veux surtout pas donner de leçons. Hein, voilà, c'est pour ça que dans ce livre, je voulais rester sur les faits et pas, euh, je voulais pas trop en sortir. En tout cas. Voilà. Mais parler aussi de tout ce qu'ils ressentent, mais pas donner des jugements et juste éclairer aussi avec des faits historiques. Voilà. moi, je Tous voulais les savoir éléments en ont tant que, été, ouais, pardon? pardon. Non, je disais tous les éléments ont été visés par Elsa Bono, qui est une historienne, une spécialiste du Troisième Reich en Allemagne. Donc voilà, on a vraiment voulu rester sur de la Non, mais réalité historique. vraiment, enfin, moi, je voulais savoir, toi, en tant qu'auteur, si tu avais des rituels d'écriture. Alors, En, ah, dans- alors, disons que pendant longtemps, je me levais très tôt le matin pour écrire. Alors je me lève toujours très tôt le matin, mais maintenant souvent je vais à la pêche en fait. Donc Donc, ouais, j'ai moins besoin de rituels qu'au démarrage. Au démarrage, un petit peu, je pense que c'est un peu comme la course à pied. C'est-à-dire, au démarrage, il faut s'entraîner régulièrement, pratiquement tous les jours. Alors, au début, on n'arrive pas à courir, mais au bout de quelques jours, on arrive à faire 500 mètres et au bout de quelques semaines, on arrive à faire 10 kilomètres. Ben là, c'est pareil, l'écriture. Et au bout d'un moment, quand on a écrit peut-être quelques bouquins, on est peut-être un peu plus aguerri et on peut se permettre, en tout cas moi c'est comme ça, j'écris un peu tout le temps. Alors, je sens quand même que je suis plus efficace le matin, on va dire, mais dans l'après-midi, ça m'arrive de faire des corrections ou même des fois quand j'ai des idées, d'écrire un passage. Mais voilà, j'ai moins de règles qui sont établies depuis quelques temps. Si J'écris moins aussi. tu écris moins. Et pourtant, tu as quand même plusieurs projets en cours, là. Ouais, ouais, bah oui, oui. Ouais, après, j'ai c'est toujours compliqué de démarrer un roman pour moi. Il faut que je trouve des personnages avec qui je vais rester pendant un an. Donc il faut que j'arrive à trouver des personnages qui aient du relief, qui me plaisent. Parce que moi, l'écriture vient par les personnages en fait, c'est pas l'histoire. À part Ukeli, bien sûr, Ukeli j'avais l'histoire, mais sinon tous les autres avant, c'est d'abord des personnages et après c'est ces personnages-là qui vivent une histoire. C'est intéressant D'ailleurs ton moi, processus. ouais, ben d'ailleurs, moi, quand je pense aux livres qui m'ont marqué, très honnêtement, je me rappelle rarement des histoires, en fait. Mais je me rappelle des personnages et je me rappelle aussi de la petite voix de l'auteur, en fait, du style de l'auteur. C'est ce qui me marque, en fait. Et les histoires, des fois, je me rappelle même plus. L'autre fois, je réfléchissais de l'attrape-cœur de Salinger. Je me rappelle très bien du personnage principal, là, ce jeune garçon, là, Holden Caulfield. Même son nom, il s'en non. Mais alors, l'histoire en elle-même, alors je sais que c'est une déambulation, il quitte l'école, c'est une déambulation aux États-Unis, mais je me rappelle plus des détails. Et pourtant, je sais que c'est une lecture qui m'a marqué. Donc, moi, ça vient d'abord par les personnages. C'est des personnages que je trouve très charismatiques, en fait, qui ont une force en eux. Et je sais que quoi qu'il arrive avec eux, bah, je vais pouvoir passer plusieurs mois et ils auront des choses à me raconter. Et puis, je sais que voilà, je vais avoir une histoire qui va se dessiner. Donc, c'est un peu comme ça que je Et en procède. fait, du Donc, j'ai pas coup, d'histoire. tu écris à l'instinct après. Ou tu fais un plan, comment ça Ah non, marche? non, je fais pas de plan, j'écris à l'instinct en fait. À part Rukili, hein, à part danser encore. Voilà, celui-là il est à mettre un petit peu à part. Mais les quatre autres, non, non, j'ai pas de plan, j'ai pas je sais pas où ça va là. Les trois quarts du temps, je sais pas où va me mener l'histoire. Hein. L'histoire là que j'ai commencé là il y a pas longtemps, c'est deux personnages, c'est une scène. Voilà, j'avais une idée d'une scène de deux personnages. Et puis les personnages, ils évoluent un petit peu comme. Moi, je pense que l'écriture, c'est un truc inconscient en fait. Je pense qu'inconsciemment, on a déjà
l'histoire en tête, mais de façon inconsciente. Et après, elle nous est révélée souvent la nuit, ou un peu, en tout cas moi ça fonctionne comme ça, ou quand je vais faire du sport, ou quand je prends une douche, d'un coup j'ai un éclair de génie, je me dis tiens c'est une Alors super ça, la idée. douche, Mais en fait je pense ça revient souvent, hein, quand même. Hein. comment? L'inspiration pendant la douche, ça revient souvent. Ben, en fait c'est des moments, mais le sport aussi c'est des moments où en fait on se laisse un petit peu, c'est un peu comme si on faisait une méditation un peu assistée en fait. Hein. Il y a un lâcher prise et automatiquement voilà, je pense que le cerveau, l'inconscient reprend le dessus et nous balance des petites pistes d'écriture. Enfin, en tout cas, moi, chez moi, ça fonctionne comme ça. Mais après, je sais que j'ai des camarades qui font des plans, alors surtout dans le milieu du polar, qui font des plans, qui font qui écrivent pas une ligne tant qu'ils n'ont pas toute leur intrigue qui est ficelée. Donc voilà, il y a pas une Oui, règle oui, en il y a fait. Hein. Je pense que plusieurs, il y a plusieurs façons c'est empirique, d'aborder hein, un travail l'écriture. Hein. d'écriture. Comment? L'écriture est empirique, hein, ça dépend de nous et de... Ça dépend des gens. Moi, je sais que c'est comme ça que je préfère parce que j'ai aussi l'impression de découvrir l'histoire au fur et à mesure. C'est ça qui est intéressant. C'est ce qui me fait me lever plus tôt le matin. Voilà, ça me crée un enthousiasme, un plaisir de me dire tiens. Et puis quand je vois que ça avance bien, c'est très plaisant quoi. Donc ça devient un vrai plaisir. Donc alors que si j'avais déjà toute l'histoire, j'aurais l'impression un petit peu de remplir un petit peu des pages et je pense que ça me plairait moins, en fait. Alors, je dis ça alors que dans Danser encore, j'avais quand même la structure, mais c'est vrai que je l'ai pas finalement suivi. Je l'ai pas suivi d'ailleurs du tout. Hein. J'avais le début, j'avais les éléments de sa vie en fait, mais après je les ai traités de façon instinctive. En fait. Et quand tu écris, est-ce que tu es dans un état de conscience modifié et tu es complètement parti dans ton... Tu es vraiment dans ton histoire Ah, après, et si quelqu'un ça c'est vient et te parle... ouais, non, ça c'est des surréalistes qui faisaient ça. Hein. Ils faisaient de l'écriture automatique, breton. Ça, non, non, moi je suis dans un non, je pense pas. Un état de conscience modifié, non, je crois pas. Je suis pleinement à ce que je suis conscient de ce que je fais, mais Là, j'imagine quoi. C'est le rôle de l'imaginaire, mais c'est pas. Voilà, je l'état suis de dans un conscience état. modifié, c'est pas de l'écriture automatique. Hein. C'est une Ouais, forme ça commence comme ça au d'auto-hypnose. début. Ouais, ouais, au début ils se mettent dans une optique voilà d'écrire sans réfléchir et de noter les mots comme ils viennent. Donc c'est aussi une façon aussi un petit peu de se déconnecter des pensées quoi en tout cas et de la réalité des pensées de ses pensées. Donc voilà, moi, au contraire, non, j'essaye d'être présent, j'essaie d'être présent au moment présent, justement, et voilà, non, non, je pense pas. Après, je n'ai Et donc, jamais trop réfléchi je là-dessus, non. voulais connaître, pour ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux et qui n'ont pas lu le livre, évidemment, on peut l'acheter partout. Est-ce qu'il y a tu as un agenda de dédicaces où Ah c'est qu'on oui, peut le voir? je l'ai pas mis en ligne, je le dis au fur et à mesure, mais des dates. Je sais que je vais en Suisse, là, à Genève, je vais à Paris plusieurs fois. Après, il y a la Comédie du Livre. Si je vais à Port-Barcarès, ça je me rappelle. Il y a le FIRN aussi à Frontignan. Ouais, j'ai des salons, quelques salons et pas mal de trucs aussi en librairie dans des médiathèques aussi. Je vais sur l'île d'Oléron aussi bientôt. Waouh, c'est bien. Donc voilà, donc ouais, j'ai des trucs sympas là. Dans des collèges aussi, j'ai pas mal de. Avec ce livre aussi, ça me permet de. J'ai été pas mal approché par des enseignants en fait, et notamment des profs d'histoire. Et voilà, donc c'est vrai que l'histoire de ce Porajmos là, de ce génocide des gens du voyage, ça leur permet peut-être d'aborder la Shoah quoi, le génocide des Juifs, avec un biais Ouais, peut-être. C'est vrai avec un angle qu'aujourd'hui différent. ouais, ben, c'est quand même incroyable de voir que on vit dans un pays à une époque où même les enseignants, ils ont du mal, sinon ils mettent leur vie en danger, à aborder certains sujets dans les écoles. Je trouve ça déplorable, incroyable, même c'est assez inconcevable, mais c'est vrai en tout cas, c'est une réalité. Et alors oui, alors c'est peut-être un biais
pouvoir sensibiliser des jeunes à ce qui s'est passé. Et en plus, c'est un boxeur aussi, donc c'est aussi un personnage un peu qui peut intéresser des jeunes aussi. En fait, tout ce qui peut intéresser, tout ce qui peut sensibiliser les jeunes à regarder un petit peu l'histoire, à essayer de comprendre le fonctionnement de la terreur aussi, parce que quelque part, parce que c'est important aussi, pour pas que ça se reproduise. C'est vrai que pendant longtemps, on pensait que jamais toutes ces choses ne pouvaient plus jamais se reproduire. Mais en fait, aujourd'hui, on en arrive à avoir des doutes. Donc je pense que c'est des enjeux importants, l'éducation, l'enseignement de l'histoire. Et voilà, après, moi, si je peux apporter ma toute petite pierre à l'édifice, mais vraiment toute petite, hein, parce que c'est surtout les profs qui font ce travail. Et voilà, donc, ouais, j'ai pas mal de collèges, je vais dans pas mal de collèges, et puis ouais, je pense que ça va être sympa aussi. Est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes auteurs Oula, avant de nous quitter? Un conseil, bah oui, rejoindre ce que je disais tout à l'heure, c'est d'aborder ça comme un sport, en se disant si j'ai vraiment envie d'écrire, voilà. Si ça, d'abord s'interroger sur les raisons pour lesquelles on veut écrire, parce que je pense qu'il y a des gens qui écrivent pas pour des bonnes raisons, il y a des gens qui écrivent parce qu'ils se disent je vais devenir milliardaire, alors ça arrive rarement, Rarement, on sait c'est plutôt très bien qu'aujourd'hui en France, il y a 150 auteurs qui vivent de leur plume. c'est plutôt une activité qui amène vers la pauvreté plutôt. Donc il y a des gens donc qui écrivent pour des mauvaises raisons. Il y en a qui écrivent pour la gloire, pour je sais pas, parce qu'ils trouvent c'est euh, que c'est une activité voilà qui est socialement intéressante. Moi je crois qu'il faut écrire parce qu'on a vraiment ça en soi, parce que c'est viscéral en fait. Et je pense que ça, c'est le premier point. Et après, si on a vraiment ça profondément ancré en soi, bah après, il faut se donner les moyens. Pour se donner les moyens, la meilleure solution, c'est ce que je disais tout à l'heure, faire comme si c'était un sport, c'est-à-dire se lever tous les matins. Alors même si on travaille, parce que moi je faisais ça avant aussi, même si on commence à travailler à 8h30, se lever peut-être 1 heure avant, écrire une demi-heure, en une demi-heure, même une demi-heure tous les jours, on avance Oui, hein, en fait. Hein. On à la fin s'aperçoit de que l'année, ça fait un petit paquet de mots. Hein. voilà, et puis se dire peut-être les premières fois, ce que j'écris, ça ressemble pas à un roman, et c'est pas grave, recommencer, revenir le lendemain, et puis au fur et à mesure, la personne va s'apercevoir qu'elle progresse, et après, elle va atteindre une fluidité. Mais voilà, il faut vraiment s'interroger si on veut vraiment aller là-dedans, savoir tous les écueils qu'il peut y avoir. Il y a aussi un écueil dont on ne parle pas, hein, ça peut être très frustrant aussi d'écrire, de pas être édité. Alors, en même temps, il y a l'auto-édition quand même, qui est aussi un moyen assez chouette. Mais bon, tout ça quand même, voilà, il faut avoir aussi une sacrée résistance à la frustration, parce que voilà, Oui, il faut savoir qu'on s'engage. de savoir gérer les échecs, d'accepter aussi de ne pas être Ouais, retenu par un éditeur. Ça apprend la patience, hein, parce qu'en moyenne, ils vous répondent au bout de 8 mois. voilà. C'est tout ça. Hein. La patience, l'humilité aussi, parce que c'est et Beaucoup voilà, d'humilité. oui, voilà, la résistance à la frustration. Ouais, si on a toutes ces qualités, on peut y aller. Et puis, Et pourtant, il y a, des fois, on rencontre parfois des personnes dont l'humilité a été laissée au rabais. Voilà. ah oui, ben ça c'est une contre, ouais, enfin qui avec beaucoup d'ego, c'est ça que tu Oui, veux oui, dire. oui. On Mais rencontre oui, alors, ça, et alors je moi, trouve que c'est pas la bonne démarche, quoi. ouais, alors moi alors je t'avoue que moi aussi, je trouve ça. Et après, j'ai beaucoup de tendresse aussi des fois pour ces gens-là parce que je mesure les efforts qu'ils ont fait, je mesure tout ce qu'ils ont mis en place pour arriver à écrire un bouquin, à essayer de le faire lire. Et puis quand ils arrivent un peu à quelque chose, bah, je comprends que du coup, et puis on n'est jamais vraiment reconnu finalement. Hein. C'est rare. Bah, si quand on rencontre des lecteurs et des lectrices voilà, qui ont passé un super moment de lecture. Mais bon, c'est quand même, c'est pas tous les jours. Hein. La plupart du temps, on se lève le matin, on écrit, il y a personne. On n'est pas des chanteurs de rock, ils ont un public devant nous. Il y a pas de public, on voit jamais personne. Donc c'est vrai que voilà, moi j'ai une tendresse. Après, je me dis bon, c'est vrai qu'il y en a qui ont des égos démesurés. Bah, et je pense qu'il faut faire avec. Bon après, moi tant qu'ils viennent pas trop, comment dire, m'agacer, ça va. Voilà. Mais après.
Bah, ressources à ce après, niveau-là. heureusement qu'on a l'ego aussi et qu'on a un ego, c'est ce qui permet aussi de gérer, bah, Il en, de gérer ouais. les Et il en, échecs, de gérer tout le et reste, il hein. en faut un minimum pour faire ça, parce que de toute façon, quand on décide d'écrire, c'est que déjà, quelque part, on a un ego exacerbé aussi, parce que bon, on se met quand même on décide de faire une activité où on va se mettre à nu devant des gens quelque part. Donc, Et c'est il faut essentiel un minimum d'ego. et de Voilà, sincérité. il faut un minimum d'ego. Il y a de la Ouais, sincérité, puisque ouais, quand on écrit quelque chose, ben, on met ses tripes sur le bio et on se dévoile. Et là, pour le coup, égo ou pas égo, il y a une forme de sincérité ouais. à laquelle personne n'échappe. Après, quand on lit un bouquin, on voit tout de suite si l'écrivain il est sincère ou pas. Enfin, moi, je le perçois. Je vois si c'est quelque chose qui est, comment dire, voilà, qui fait pour faire genre ou voilà, une commande ou une idée un peu commerciale. Mais quand on lit un très très bon texte, alors, c'est pas tous les jours, hein, mais on sent bien quand, enfin, moi, il me semble sentir si l'auteur il a été sincère ou pas. Et Toi, les ben, justement, bons textes, t'attends quoi, toi, d'un livre en tant que lecteur, justement? bah, moi, ce que je disais tout à l'heure, une voix, j'ai envie d'écouter, de lire un être humain, en fait. Voilà, en gros. C'est-à-dire de me dire, je rencontre une personne vraie et qui me raconte une histoire, ou sa vie d'ailleurs, si c'est de l'autofiction, mais qui peut aussi me raconter une histoire ou un polar, ce qu'il veut, mais qui me parle d'une façon sincère, qui me regarde droit dans les yeux. Et voilà. Et moi, je passe ce moment, j'ai l'impression d'avoir passé le moment avec cette personne, et je m'en trouve enrichi en fait. C'est comme quand on rencontre quelqu'un avec qui on a des atomes crochus. Ben là, c'est pareil. Et moi, j'attends ça d'un bouquin. J'attends voilà, pas un truc personnel. Alors, on lit beaucoup de choses moi je trouve, hein, qui sont plates, enfin, pas plates, des fois il y a des trucs très, mais où on sent qu'il n'y a pas d'une véritable sincérité. Voilà. J'ai vraiment envie que la personne, quand elle s'est mise derrière son ordinateur ou devant sa page blanche, qu'elle ait fait, voilà, qu'elle ait fait ça de façon sincère. Et comme je disais tout à l'heure, moi j'aime quand il y a des imperfections, justement, ce qui me plaît. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, des chanteurs avec une voix un peu éraillée, voilà. J'attends ça aussi. J'attends de rencontrer quelqu'un et pas et pas qu'on me fasse une démonstration, parce que ça aussi c'est insupportable aussi. Quand de temps en temps on voit des livres qui sont écrits pour les prix, pour les grands prix littéraires, hein, pas pour les prix pour lesquels je suis, qui sont des jolis prix, mais genre le Goncourt, les machins trucs. Là, des fois, on voit des gens qui ont écrit pour vraiment uniquement figurer dans ces sélections-là. Et bon, et alors c'est pareil, c'est des grands effets de manche, c'est tout, voilà. Et moi, ça me met en dehors de la lecture tout le temps. Alors, je dis pas que dans ces sélections-là, il y a que des mauvais livres, hein, il y a souvent des très bons livres, mais souvent, c'est des livres, moi, qui me laissent froid, en fait. Et parce que je me dis, bah là, l'écrivain, il a écrit ce truc pour ça, en fait. Son objectif, c'était peut-être d'être dans la sélection du prix féminin ou du prix Médicis. Son but, c'était pas de me parler à moi, en fait. Voilà. Eh oui. Quelque part, il voulait pas parler à moi, et quand je dis moi, c'est tous les lecteurs, hein. Donc ça, alors, il me semble que je le ressens, en tout cas, alors, peut-être, je peux me tromper aussi, hein, je suis infaillible. Mais voilà, ça c'est des choses, c'est des procédés qui peuvent m'éloigner de la lecture. Et quand j'ai la chance de tomber sur un texte qui est écrit, Mais là, euh, j'ai vu sur Facebook que tu as eu un gros coup de cœur de lecture. oui, ouais, j'en ai eu plusieurs. Moi, j'en ai eu plusieurs. J'ai lu déjà deux livres qui sont en sélection avec Danser encore pour le prix des libraires en scène et Libraire pour le enseigne. prix Bille. Voilà, il y a le livre d'Éric Chacour euh, et, euh, et le livre j'ai perdu son nom, ça s'appelle La colère et l'envie. Et ces deux primo-romanciers en fait. Ces deux premiers romans. Et moi, je suis éberlué par le talent qu'ils ont, parce que là, pour le coup, c'est très sincère et on le voit tout de suite, hein. On voit que c'est. Moi, j'aime beaucoup les premiers romans, hein, parce que souvent on voit la personnalité aussi de l'auteur très rapidement. Et là, on voit bien que ces deux romans sont des romans très sincères. Alors après, ils ont, à mon sens, il y a des petites imperfections, mais je trouve qu'ils sont fabuleux, quoi. Et puis en plus, la colère et l'envie, c'est Alice Renard. Elle s'appelle Alice Renard. Je crois qu'elle doit avoir 23 ou 24 ans, quoi. C'est incroyable.
Et Éric Chacour, je pense pas qu'il soit beaucoup plus vieux, il doit avoir peut-être une trentaine d'années, 35 ans. Et je trouve que je trouve que c'est chouette. Et puis ouais, et puis je languis qu'ils sortent des prochains livres pour les suivre, pour voir si, parce que des fois il y a un premier livre peut être très bon et après on s'échappe, après on est perdu dans les un petit peu dans l'image que les autres comment dire vous opposent quoi en fait. Et voilà, mais alors ça c'est deux coups de cœur, mais j'en ai eu plein d'autres. Hein. J'ai adoré dernièrement pas mal de bouquins. Je les ai plus tous en tête parce que je les oublie souvent des fois. Enfin, je- mais ouais, non, j'en lis beaucoup. Ouais. Ah, Ben, on est en ce moment, arrivé au... d'ailleurs, je veux dire, je lis en ce moment un livre de Sergei Dounovets qui s'appelle Marécage. C'est un auteur du coin ici, autour de Montpellier, et que je connais. Et c'est un livre que j'avais acheté mais il y a au moins 2 ans et il était dans ma pile à lire, mais je sais pas pourquoi je le lisais pas, alors que j'ai lu tous ses précédents bouquins que j'ai adorés. Et je lis ce livre et il est très très bien. Je me régale. La taille de la pile à lire, 1,20 m, 1,45 m, 1,80 m. Ouais, elle est toujours très très élevée parce que je l'alimente régulièrement, pratiquement pas tous les jours, mais toutes les semaines. Donc, et après il y a des livres que j'achète, mais des fois c'est pas le moment de les lire en fait. Des fois je les lis même un an, comme je disais, la Marécage, je l'ai acheté il y a, je pense, il y a au moins 2 ans, un an et demi en tout cas. Et voilà, c'était pas le moment. Et puis là, je l'ai vu et puis Et puis des fois, il y a donc des c'est un peu rencontres à qui se l'instinct, font. quoi. Il y a des fois, c'est le Comment? moment de le lire et c'est le moment de la rencontre avec le livre et on ne sait pas pourquoi. Ouais, et puis comme je disais tout à l'heure, mais il y a des périodes où j'ai pas envie de lire par exemple de polar ou d'autofiction. Donc, bah, je me force pas en fait. Hein. Je lis ce que j'ai envie de lire aussi. Ben, on arrive à la fin de ce live parce que ça fait 1 heure qu'on est en ligne. Après, je sais pas, il faut que je teigne les délais par rapport pour la remettre après sur YouTube. Si vous avez des questions pour Charles, vous pouvez ben, lui poser en direct ben, sur Facebook, sur Oui, Instagram, je sur les lis, ouais. réseaux. En tout cas, vraiment merci à tous de nous avoir suivis. Merci au réseau d'avoir été présent avec nous, le réseau Internet. Et puis merci Charles d'avoir accepté cette rencontre. Merci beaucoup. Ah, ben, bonjour le Bah, Pérou. merci à toi de m'avoir invité et puis merci à tous les auditeurs, les auditrices. Voilà, c'est toujours sympa de parler de son bouquin et des choses qui nous font nous lever le matin, quoi. En tout cas, c'était cool. Qui porte. Ben, merci et puis ben, au plaisir de te croiser sur un salon. Oui. Voilà. Ah, il y a la Comédie du Livre aussi, j'ai pas dit. Ouais, bon, il y a plein de salons. Enfin, on n'a pas trop beaucoup de salons quand même dans notre région, mais il y en a quand même Il y certains en qui a beaucoup sont dans pas le mal. Gard par contre. Ouais, Voilà. ouais. Moi j'en fais peu, mais voilà donc mais on se croisera et vraiment vraiment merci Ah, pour merci à toi. pareil, tous ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite à le lire parce que vraiment il est voilà, moi j'avais vraiment l'impression d'avoir perdu quelqu'un de ma famille ou d'un ami, je sais pas, ça m'a ouais, il y a des livres comme ça qui marquent et je Ben, mon ambition, c'était qu'à la fin, le lecteur et la lectrice sortent un peu groggy de la c'est lecture, en fait. complètement ça. Moi j'étais complètement ben, j'ai sonné, j'ai pris un KO. Voilà. Voilà quoi. Mais ben alors sur ce chaos, ben je vous dis ben merci à tous et puis à très bientôt. Merci Charles. Ciao. Merci. Au revoir.